Ici Nicolas Karabatic. Ici Thierry Omeya. Ici Daniel Narcisse. Alors ici Jérôme Fernandez. Bienvenue sur la radio Talk and Sport. Five, four, three, two, one, zero. All day. Retrouvez Andé, animé par Ludovic Gavard. Bonsoir à tous, chers auditeurs et chères auditrices. C'est toujours avec un réel plaisir de vous retrouver chaque lundi soir et partager 1h30 de handball avec vous. Alors justement, le hand, tous les amoureux de ce sport viennent de vraiment prendre un énorme coup sur la tête. L'affaire du match, c'est son Montpellier. Les paris truqués, matchs truqués, les joueurs incriminés. On fera un large résumé de cette affaire qui ternit l'image de ce sport avec nos deux spécialistes. Qui sont Michael Hilles et Benoît Perabou, mais également Arnaud Siffer, un vice-président de l'AJPH, qui est le syndicat des joueurs, et qui pourra nous éclairer sur les sanctions, sur si les faits s'avèrent exacts. Mais Arnaud Siffer n'est pas non plus que vice-président, il est aussi gardien de but du HBC Nantes. On reviendra avec lui sur la défaite face à Dunkerque, sur les ambitions de Nantes, etc. Et puis vers 21h, c'est la Pro D2 avec l'excellent Sébastien Mangin. Et juste avant, on va revenir aussi sur le match de la LNH. Et oui, c'est joué la 3e journée. On semble un peu l'oublier, mais il y avait des matchs et assez sympathiques à voir également. Et on en reparlera là tout de suite après le sommaire. La fine équipe est presque au complet ce soir. Arnaud, j'imagine un peu déçu. Qu'est-ce qui... Petit souci technique, désolé, c'est fait. Donc je disais que la fine équipe était au complet, presque au complet ce soir. Stan s'excuse, il ne sera pas là ce soir. Benoît un tout petit peu en retard, ça fait que je vais commencer l'émission avec Mika. Salut Mika. Salut à tous. Alors comme je l'ai dit, on va revenir un peu sur le match, on va dire le classico qui... C'est dur de faire une analyse après ce qu'on sait, mais quand même, Paris a démontré qu'il fallait compter sur eux dans le championnat. Victoire assez facile face à Montpellier, 38-24. Ouais, on peut faire deux analyses en fait. On peut faire l'analyse avant les faits qui se sont passés à la fin du match, et on peut faire une autre analyse une fois qu'on est au courant de tout ce qui se passe en coulisses. Alors, cette histoire, c'est sûr, ça les a un peu touchés, mais ils avaient fait une bonne prestation à Flensburg. Ils avaient été faire match nul là-bas. Ouais. C'était vraiment une belle performance avec l'équipe qui est à Flensburg, avec des joueurs tels que Glandorf ou le demi-centre danois ou encore l'arrière-gauche Kaufmann, qui sont tous des joueurs internationaux. Donc, c'était vraiment une belle performance. Maintenant, sur ce match contre Paris, ils ont été dans le match assez longtemps, mais ils ont manqué d'agressivité, je pense, sur les joueurs tels que Hansen et Copillard qui se sont régalés sur les shoots de loin et qui ont, il faut le dire, eu beaucoup de réussite. Je pense pas que ça arrivera à tous les matchs des 10 sur 12 ou des, je sais plus exactement combien, mais ils ont fait vraiment une très belle performance, ces deux arrières. Ouais. Et après ça, on a pu voir que Montpellier a eu les occasions pour faire un peu l'écart en première mi-temps. Ils étaient à +2, ils se retrouvent en double supériorité numérique. Et là, ils arrivent juste à faire 1-1 sur cette supériorité. Et derrière, Paris, remotivé par ce par ce fait de match, déroule un peu. Et en deuxième mi-temps, dès qu'ils ont commencé à prendre quelques buts d'avance, c'est là qu'on a ressenti les faiblesses de Montpellier, les faiblesses dues à la situation actuelle, et on n'a pas senti de rébellion, et malheureusement ils ont laissé filer le match et ça se termine par une belle fessée. Alors, on va reparler de tout ça avec Arnaud, Benoît et toi tout à l'heure de cette fameuse affaire des paris truqués, entre guillemets. Pour l'instant, on parle en conditionnel. Juste pour venir un peu sur le match, on a vu quand même deux énormes joueurs côté parisien. Hansen, quand même. Bon, ça on le savait, mais il nous a montré tout l'étendue de son talent, notamment avec des tirs de loin. Et puis Kopsblar, quand même, qui marque 10 buts. Hansen 11 et un degré moindre, Roubia aussi, qui a pas été mauvais. Alors, est-ce qu'on peut parler de passation de pouvoir, Mika? Pas vraiment, parce que
c'est ce qui se dit un peu partout dans le milieu. Montpellier, ça reste Montpellier, c'est des années d'expérience, des années de Ligue des Champions. Maintenant, le Paris Handball a vraiment un groupe de qualité. Et s'ils arrivent à pas faire de faux pas sur les soi-disant petits matchs, comme ça aurait pu être le cas chez nous par exemple, et ben je pense que sur les grosses confrontations contre Montpellier, contre Chambéry, ils seront vraiment durs à aller chercher. Mais la passation de pouvoir, c'est pas pour tout de suite, je l'espère. Mais bon, encore une fois, tout ça sera un peu va se décanter avec cette affaire un peu douteuse. Donc l'avenir de Montpellier dépend aussi de tout ça. Ouais, on sait très bien qu'ils peuvent perdre des joueurs et non pas les moindres du côté de Montpellier. Donc PSG qui fait quand même un bon match, il ne faut pas non plus enlever ça. Sachant en plus que le calendrier a été mal foutu pour Montpellier qui avait joué la Ligue des Champions avant. Donc en plus moralement ils n'y étaient pas et physiquement ça devait être dur aussi, hein. Alors, c'est pas vraiment une histoire de calendrier, c'est comme ça, c'est quand on est européen, on joue 2 fois par semaine, donc c'est le prix à payer quand on est une grande équipe et qu'on a plusieurs objectifs. Maintenant, qu'est-ce que tu me demandais? Je me rappelle plus. Non, non, je disais que physiquement ça avait été dur aussi pour Oui, Montpellier. mais c'est sûr que le déplacement en Allemagne, tout ça, c'est compliqué, mais je pense que c'est plutôt cette affaire qui les a un Ouais, peu. Ils n'ont pas dû très bien dormir toute la semaine. justement, Mika, je te coupe, je crois qu'on va recevoir Arnaud là. Oui. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Voilà, donc merci d'être avec nous. Arnaud Siffer, hein, qui a 2 casquettes entre guillemets ce soir, il va être notre invité un peu LNH pour parler du match de Nantes, mais aussi surtout pour vice-président de la JPH, syndicat des joueurs. Arnaud, pour nous parler un peu de cette triste affaire qui secoue le monde du handball. Ça va être un beau programme, mais on aurait aimé quand même Arnaud s'en passer, hein. Oui, c'est sûr. C'est sûr que en ce moment, on aimerait bien entendre un petit peu moins parler de handball. Effectivement, hein. Donc, on parlait justement de ce fameux match de Paris-Montpellier, hein. On parlait vraiment de ce qui s'est passé ce week-end. Difficile, avec ce qu'on sait maintenant, d'avoir une analyse objective sur ce match-là, hein, sachant ce qui s'est passé du côté de Montpellier dans les vestiaires. Oui, c'est sûr que pour l'analyse du rapport de force, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Maintenant, on peut aussi se concentrer sur Paris et voir que c'est pas que un effet d'annonce, hein. Il y a quand même un fort potentiel à Paris. Ouais. Certains mettaient des doutes sur leur capacité à défendre. Je pense qu'ils ont démontré qu'ils étaient présents aussi dans ce secteur-là. Donc, non, c'est un très très gros client cette année. Ouais. Alors, avant de parler un peu de cette histoire et de cette affaire, on va vite fait revenir sur le terrain avec vous, Arnaud. Vous affronterez Dunkerque pour la 3e journée et ça s'est plutôt mal passé. Oui, le résultat final est négatif, donc forcément, on garde un très bon souvenir de ce match-là, mais pour autant, bon, dans l'analyse plus fine, tout n'est pas à jeter. On a perdu à Dunkerque, je pense que on ne peut pas rougir de ça, hein. Ça arrivera à d'autres. Et non, on a quand même été présents et quand même de bonnes choses à tirer de ce match-là. Ouais, sachant que vous les avez coiffés au poteau l'année dernière, hein. Oui, il a aussi le contexte à jouer, hein. C'est vrai que réaliser le hold-up cette année aurait été difficile pour nous parce qu'on l'avait réalisé à 2 reprises l'année dernière, une fois en Coupe de France et une fois en championnat, donc il nous attendait un petit peu là. Alors Benoît Perabou va pas tarder, mais j'ai Mickaël Ilès, l'ailier gauche de Tremblay, d'Aix-en-Provence, pardon Mika, qui désire vous poser une question. Ouais, salut Arnaud. Moi, je voulais savoir un peu par rapport à Borja Fernandez. Je trouve qu'il avait fait vraiment un très beau début de saison, notamment au Trophée des Champions. Et j'avoue que j'ai pas bien compris le choix de Thierry Anti de le laisser sur le banc la quasi-totalité du match. Alors, on aurait pu se dire que comme il n'a pas forcément la caisse pour tenir tout le match, on va le garder pour les moments en fin de match, les moments un peu importants. Mais finalement, il le rentre vraiment très tard et j'ai l'impression que c'était plus pour faire souffler Pijulet qu'autre chose. Bon, j'aime pas trop commenter les décisions du coach, forcément, mais non, c'est aussi lié à notre choix défensif. On a opté pour une défense étagée, agressive, et c'est pas forcément un système défensif dans lequel Borja peut s'en dire. Donc du coup, Andy était plus à l'aise sur ce poste de défense, et pour éviter de faire trop de changements attaque-défense, on avait opté pour cette option, laisser Andy Pijulet en attaque. Après, c'est vrai que les rotations ont été faites
peut-être un petit peu tard, mais je sais pas. Après, c'est les choix du coach. On a moins utilisé Borja, mais Borja n'était pas aussi non plus dans un très très grand jour. Donc, bon, on a 3 pivots, il faut qu'on compose avec ça. 3 pivots dans des registres différents. Donc, après, c'est au coach de faire le choix. Ouais. Attends, j'ai juste une autre question, c'est plus sur un fait. Je sais pas si tu as revu le match de Canal+. Il y a eu une petite altercation entre Thierry Henty et le caméraman à un moment sur une histoire de changement où vous prenez 2 minutes. Alors j'aimerais un peu avoir votre version parce que en tant que spectateur, j'ai pas beaucoup apprécié la réaction de Thierry Henty. J'avouerai que c'est un passage que j'ai pas regardé en détail à la télé. Donc ça, j'ai pas fait attention. Je sais pas du tout ce qu'il a dit au caméraman. Je sais juste qu'on a pris 2 minutes sur une bêtise, j'ai envie de dire, en début de deuxième période. Donc un moment important et que il fallait essayer de trouver comment dire, peut-être pas une excuse, mais un prétexte. Il fallait faire valoir, je pense, à ce moment-là, pour essayer de rattraper un petit peu les choses et peut-être d'éviter l'exclusion. Je pense que c'était surtout dans cette optique-là que Thierry s'est emporté. Bon, carton jaune, parce qu'il lui a dit quand même casse-toi avec ta caméra ou un truc dans le genre. Oui, voilà, comment dire, ça reste Thierry Henty, hein. Voilà. Oui. Pendant un match, il prend pas toujours des pincettes, hein, ni avec ses joueurs, ni avec les arbitres, ni avec les caméramans a priori. Donc, voilà. Arnaud, à titre perso, vous entamez votre 2e saison avec Nantes et j'imagine qu'après 5 années passées à Dunkerque, ça doit toujours un sentiment particulier de retourner au Stade des Flandres. Ouais, c'est toujours un match différent, un match très plaisant, toujours agréable d'y aller. Bon, c'est mieux quand ça se passe bien, c'est sûr. Mais non, c'est toujours un vrai bonheur de retourner à Dunkerque. Prochain match face à Tremblay, ça sent aussi le gros match. Hein. Oui, mais comme tous les matchs cette saison, de toute façon, je crois qu'il n'y a pas de petite équipe, il n'y aura pas de match facile. Tout le monde est capable de battre tout le monde. Ça va être la guerre tous les week-ends ou tous les mercredis pour le coup. Et ouais, c'est un gros match, d'autant que nous on reste sur 2 revers. Bon, c'est deux défaites face à des postulants au tout haut de tableau, donc ça reste honorable, on va dire. Il y a pas péril dans la demeure, mais voilà, faut qu'on réagisse. Il faut à tout prix qu'on prenne 2 points mercredi chez nous contre Tremblay. Et les ambitions de Nantes cette année, c'est faire aussi bien que l'année dernière? L'ambition, c'est d'être européen. Donc, a priori, à partir de là, il faut faire presque mieux que l'année dernière, puisque faut tenir compte de l'émergence de Paris, qui, je pense, va prendre une des 4 premières places quand même. Je pense. Donc, oui, c'est presque, faire mieux que l'année dernière. Après, ça va être difficile. Ouais, ça va être compliqué. C'est vrai qu'il y a pas mal de. Pour tout le monde, ça va être compliqué. Voilà, il y a pas mal de bonnes équipes. Petite question également pour finir un peu. Après le hand, est-ce que vous avez déjà réfléchi à votre après-carrière? On y pense de plus en plus, hein, plus on avance et plus on y pense. Donc oui, j'ai un petit peu préparé le terrain en faisant des études en début de carrière et qui m'ont amené à obtenir une maîtrise de management du sport. Donc voilà, plus des diplômes d'entraîneur que je passe encore actuellement. Donc j'ai plusieurs cordes à mon arc. Maintenant, il y a rien de défini. Et voilà, c'est là, faut affiner, faut essayer de trouver sa voie encore aujourd'hui. Ouais, effectivement. Allez, on va maintenant. Je vais parler maintenant au vice-président de la JPH et plus au gardien de but, Arnaud. L'affaire des paris truqués, on va l'appeler comme ça. Hein. On va rappeler vite fait les faits. Hein. Tout d'abord, grâce à vous, justement, le 3 mai de cette année, Montpellier est sacré champion de France parce que vous battez Chambéry. Eh ouais. Donc Montpellier est champion de France. Une semaine après leur sacre officiel de Montpellier, l'équipe de Patrice Canaillé se déplace à Cesson, 106 joueurs blessés, c'est important aussi. Les frères Karabatic n'y étaient pas, Bojinovic, Orubia, Florent Joly et Kavinic, je crois. Hein, je crois que j'ai rien oublié. Après le 12... Alors le 12 mai, le jour du match, la Française des Jeux suspend les paris sur la rencontre, alerté par un volume anormal de mise près de Montpellier, Paris et en Bretagne, donc suspension des paris. Et puis fin mai, une enquête est ouverte par la police judiciaire. Et puis maintenant, on sait, le 17 septembre, Rémi Lévy et Patrice Canaillé sont entendus par la police. Et le 25, on va dire que l'affaire éclate et surtout, les médias s'en emparent. Hein. 8 joueurs de Montpellier seraient impliqués. Et hier, c'était dimanche, juste après le match, alors ça, juste à quelques minutes après la fin du match contre Paris, les joueurs de Montpellier sont interpellés, 8 joueurs, et mis en garde à vue. Alors, tout d'abord,
enfin, c'est assez étonnant quand même l'ampleur médiatique que ça prend cette histoire-là quand même, Arnaud. Oui, mais maintenant c'est aussi à corréler avec les événements de cet été. On a été champion olympique. Effectivement. Il y a l'émergence de Paris avec l'arrivée des Qataris qui fait que tout de suite on est passé dans la lumière. C'est quelque chose qu'on cherche depuis des années. Ça fait des années qu'on entend les handballeurs se plaindre du manque d'exposition médiatique. Maintenant, en plus, avec le fait qu'on passe sur Canal+, qui est 2 matchs par journée, c'est vrai qu'on n'est plus dans la même position. On a ce qu'on voulait, c'est-à-dire une exposition médiatique. On est reconnu comme un sport majeur en France. On a des stars qui viennent jouer chez nous. Maintenant, je pense que voilà, ça c'est bien, mais ça implique des devoirs aussi de notre part. On doit être encore plus irréprochable. On l'a vu déjà avec l'affaire du studio de l'équipe TV. Voilà, il y a 20 ans, les Barjots auraient démonté un studio. D'ailleurs, ils l'ont fait à l'époque. Tout le monde aurait rigolé, tout le monde aurait dit c'est l'esprit hand, c'est frais, c'est génial, etc. Là, ça a été monté en épingle parce que voilà, on est passé dans une autre dimension. Et il faut qu'on soit tous, je pense, très vigilants par rapport à l'image qu'on peut dégager, parce que maintenant on est épié, on est analysé, on a été monté très haut parce que le handball français maintenant est reconnu. Quand on est tout en haut, on sait très bien que les médias, que tout le monde cherche à nous défendre. C'est la rançon de la gloire, donc faut aussi l'accepter et pas tirer que des bénéfices de tout ça. Alors justement Arnaud, alors il y a 2 faits, il y a les parieurs et s'il s'avère que les joueurs de Montpellier ont levé le pied. Alors déjà, qu'encourt comme condamnation ceux qui ont parié, alors que c'est totalement entre guillemets illégal pour les joueurs qui, voilà, Mika, Benoît, et fait tous les joueurs de la LNH et de Pro D2 et jouent qui veulent. Tout à fait. Déjà, il faut rappeler que les joueurs de LNH ont interdiction de parier sur toutes les plans. Le LNH, mais c'est valable pour tous les autres sports, ont interdiction de parier sur des compétitions auxquelles ils participent et sur lesquelles ils pourraient avoir des informations. Donc eux ont interdiction de parier, mais leur entourage proche a interdiction de parier aussi. On a aussi l'interdiction de donner des informations à des tiers qui pourraient influencer les paris. Donc à partir de là, sur les parieurs, les parieurs ont encore des sanctions disciplinaires, j'ai envie de dire sportives, des matchs de suspension et une amende et des amendes financières. Parce que là on parle donc ça c'est pour ceux comme un peu Nicolas Pac, Karabatic et Luca Corré entre guillemets avoués qu'ils ont parié et leur concubine aussi. Et il y a aussi cette autre affaire et d'ailleurs le procureur en parle, il y aurait suspension de trucage de match face à Cesson, notamment les joueurs qui ont joué le match comme le gardien de but et Dragan Gajic qui auraient levé le pied volontairement, et ça peut vraiment aller très très loin. Ça, déjà, il faut réussir à le prouver. Voilà, exactement. J'entendais le procureur tout à l'heure, et j'ai été un petit peu outré d'entendre ce qu'il prétendait quand il accuse nommément Michael Robin d'avoir levé le pied, parce que Michael Robin n'a fait que 5 arrêts en première mi-temps et a eu un rendement d'uniquement 25%. Je veux dire que si on est suspecté à chaque fois qu'on fait moins de 25% d'arrêt, il y a longtemps que je serai en prison, surtout cette année. Donc voilà, ça c'est pour l'instant, on va attendre de voir ce qui se passe, s'il y a des aveux, s'il y a des preuves. On ne sait pas c'est très difficile de prouver qu'un joueur a levé le pied. Maintenant, si c'est avéré, si c'est avoué, c'est vrai que ça passe à autre chose. Maintenant, il n'y a plus seulement des paris, il y a aussi de la tricherie, il y a atteinte à l'éthique sportive. Et là, maintenant, à ce moment-là, on encourt des peines pénales, j'ai envie de dire, civiles. Et là, c'est autre chose. Est-ce que c'est pas un peu dur aussi, est-ce que ça va pas être un peu dur à défendre aussi, le fait d'avoir joué un match sur lequel on avait parié qu'on perdait? C'est ça le problème. Je pense que oui, c'est difficile à défendre, ça c'est évident. C'est aussi difficile de prouver qu'un joueur a levé le pied que pour le joueur de prouver qu'il s'est donné à fond, en sachant qu'il y avait des sommes en jeu aussi, pour lui et pour ses proches. Donc c'est sûr que là, c'est un sacré panier de crabes cette histoire, parce que c'est des choses qui sont pas mesurables, c'est pas tangible. Donc c'est la justice qui déterminera si effectivement il y a eu tricherie ou pas. Mais une fois de plus, la tricherie, ça relève du domaine pénal. Alors on va recevoir Benoît Perabou qui nous a rejoint avec un peu de retard. Salut Benoît. Bonsoir à tous. Alors Benoît, Arnaud est avec nous et on parlait un peu on a relaté les faits, Benoît,
de tout ce qui s'est passé à partir du 3 mai et du titre de champion de France grâce à Nantes qui avait battu Chambéry. Et on est revenu un peu euh, au risque encouru pour les joueurs de Montpellier. Est-ce que justement, et là je pense que la JPH peut vraiment jouer son rôle, est-ce que Montpellier peut casser les contrats des joueurs? A priori, si ça relève de la faute grave, oui. Là, l'image du club a quand même pris un sacré coup. Ça peut être considéré comme une faute grave. Je ne sais pas si c'est défini en tant que tel dans les contrats, mais je pense que oui. Hein. Je pense que dans les contrats, de toute façon, les joueurs doivent respecter la convention collective dans laquelle il y a écrit qu'il est interdit de jouer. Donc il y a de grandes chances que ça soit considéré, interdit de parier, pardon. Il y a de grandes chances que ce soit considéré comme une faute grave. Donc a priori. Le problème après, ça va être de. Pardon, vas-y. Ouais, d'après les déclarations du président Lévy et de l'entraîneur, ouais, ça peut être considéré comme une faute grave. Donc ça pourrait entraîner le. Mais par contre, ce qui est problématique pour Montpellier, c'est que s'ils en virent un, ils les virent tous. Parce qu'après, ce sera attaquable de dire c'est pas pour cette faute-là, puisque les autres ont fait la même et qui sont pas virés. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est difficilement mesurable l'implication de l'un ou de l'autre. Est-ce qu'un joueur a levé le pied? Est-ce qu'un joueur a parié? Est-ce que c'est plus pénalisable de demander, de faire partager des amis ou une concubine? Est-ce que parce que mon pote a parié 25 000 euros, je suis plus attaquable que lui parce que c'est son pote a parié que 5 000 euros? Je sais pas. Je sais pas s'ils vont faire cette distinction-là. Et au point de vue de la JPH, comment elle se place là? J'ai vu que sur votre site, vous avez fait, entre guillemets, vous apportez votre soutien aux joueurs de Montpellier. Bien sûr, dans ces moments difficiles, oui, c'est évident qu'on soutient les joueurs, on va dire, dans leur ensemble pour l'instant. On va attendre les conclusions de l'enquête, on va attendre, parce que là, pour l'instant, il faut aussi rappeler que ça fait 3 jours que tout le monde parle, que tout le monde semble savoir, mais pour l'instant, l'enquête n'est pas terminée. Et qu'il n'y a même pas, je crois qu'il n'y a même pas de juge d'instruction qui a été saisie. Donc voilà, c'est en train de... Voilà, une enquête qui est en cours, il y a beaucoup de battages médiatiques, a priori il y a même une petite guerre des polices entre Paris et Montpellier, donc tout ça fait qu'on en entend beaucoup parler, on entend tout et n'importe quoi, et que dans ce climat-là, on ne peut que soutenir les joueurs, parce que ça reste des moments difficiles. Passer 24 heures en garde à vue, je le souhaite à personne. Et surtout dans ces conditions, voilà, devant les caméras, être arrêté devant les caméras qui étaient a priori venus pour assister à du sport. Voilà, pour le contexte, pour l'instant, on soutient les joueurs. Après, s'il y a faute, il faudra peut-être que chacun se mette face à sa responsabilité aussi. Alors, vous êtes 3 joueurs de LNH, hein, Benoît, Mika et Arnaud. Est-ce que vous êtes bien sensibilisés enfin c'est pour les auditeurs qui nous écoutent, hein, chaque année sur le fait, les risques encourus de parier, etc. Ouais, là je pense enfin ils peuvent pas se cacher derrière ça parce que moi l'an dernier, même en étant pro D2, j'ai eu Franck Leclerc qu'on a eu la semaine dernière qui était venu nous faire une intervention sur bien sûr les paris, les risques, les interdits, tout ça. Donc je pense qu'ils étaient passés dans tous les clubs de LNH avant de passer chez nous. Ouais, tout à fait. J'ai eu des visites dans tous les clubs. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y, termine. D'accord. Pardon. Non, je disais, oui, il y a eu des visites dans tous les clubs, il y a des brochures qui ont été distribuées et l'information, a priori, est bien passée. Maintenant, il faut aussi voir que Montpellier, c'est pas le club où il est plus facile pour la JPH de communiquer, on va dire. Donc, je ne pense pas que les joueurs puissent se cacher devant, qu'ils puissent prétendre à l'ignorance des règles. Maintenant, c'est vrai que ça aussi, peut-être que c'est l'occasion de dire à tous les clubs qu'il est aussi important pour eux de laisser la JPH communiquer et expliquer bien convenablement à tous les joueurs quels sont leurs droits, mais surtout, et aussi, je veux dire, quels sont leurs devoirs. Et en plus de ça, on a quand même un partenaire, c'est la FDJ, qui est partenaire de l'équipe de France, donc qui a apparemment sensibilisé de manière assez insistante le fait que les joueurs n'ont pas le droit de parier sur leur sport. Donc ça aussi, c'est un complément par rapport à tous les joueurs internationaux qui ont pu parier. Ils étaient aussi sensibilisés de ce côté-là. En plus. Arnaud, comment le handball peut
peut, allez, on va dire, rebondir après une affaire comme ça? Déjà, laisser du temps au temps, j'ai envie de dire. Je pense que ça va retomber. Les médias vont bientôt avoir autre chose à dire. Ils vont sûrement s'occuper d'autres choses très bientôt. Maintenant, faut aussi que des décisions soient prises, qu'on soit relativement cohérent dans les décisions prises. Il y a plusieurs instances qui sont pour l'instant concernées. Il y a le club, la LNH, éventuellement la Fédération française aussi, puisqu'il y a des joueurs internationaux. Voir si tout le monde va se concerter pour essayer de prendre des décisions cohérentes. Après, je pense que le sport va reprendre le dessus, en espérant que cette affaire ne fausse pas trop le championnat aussi, parce qu'on a parlé de possibilités de suspension. Ça fait beaucoup de joueurs de Montpellier qui sont suspectés, donc ça pourrait faire beaucoup de suspensions. Si après, oui. Justement, le plus grand perdant dans cette histoire, c'est l'équipe de Montpellier qui risque de voir perdre leurs meilleurs joueurs, quoi. Oui, tout à fait. Et quand on voit qu'au début de l'affaire, qui n'est pas le début de l'affaire, mais au début de la médiatisation de l'affaire la semaine dernière, j'ai réussi à trouver des articles qui nous présentaient le club de Montpellier comme étant un tricheur, parce que le club s'en était mis plein les poches. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on lit. Il y a tout et n'importe quoi qui est dit en ce moment. Donc, il va falloir laisser, même le procureur aujourd'hui a dit des choses un peu bizarres, j'ai envie de dire. Donc, on va laisser la justice faire son travail et puis on tirera des conclusions après, parce que aucunement le club a pu tirer profit de cette histoire. Au contraire, je pense que c'est le premier à pâtir de tout ça. Alors il y a des déclarations quand même choc, hein, notamment celle de Daniel Constantini. On a l'impression que tout le monde veut mettre son grain de sel et tout le monde d'un seul coup s'intéresse au hand et s'y connaît. C'est un peu pathétique. Et est-ce que c'est pas le rançon de la, voilà, c'est pas le revers de la médaille? C'est ce que je disais tout à l'heure. On a voulu être médiatisé. C'est aussi le revers de la médaille, c'est que avant, nous, on était un monde de spécialistes, j'ai envie de dire. Les gens qui parlaient du hand, c'était des gens qui connaissaient le hand. Enfin, on était dans notre petit microcosme, on se connaissait tous, et tout le monde savait de quoi il parlait. Maintenant, on s'est ouvert au plus grand nombre, et il y a des dérives. Il y a des gens qui parlent sans savoir, voilà, et tout le monde veut exister aussi dans cette sphère médiatique. Donc c'est un peu le danger. Et ce qui se passe, c'est que on risque j'ai envie de dire un amalgame entre ce qui s'est passé à Montpellier, qui est le fait de quelques joueurs. Je pense en plus que l'un incitant l'autre, voilà, c'est sûrement parti d'un petit groupe et ça a gangréné le club de Montpellier, etc. Voilà, c'est pas pour la bêtise qui reste à prouver encore une fois. Hein. Je veux pas non plus me faire procureur. Il y en a assez d'un. Voilà, faut lutter contre cet amalgame. Le handball français n'est pas pourri. Tous les joueurs de handball ne parient pas sur leur match. Déjà, ne parient pas sur le hand, mais encore pire, ne parient pas sur leur match. Et je pense aussi que c'était la première fois que ça arrivait, même du côté de Montpellier. S'il y a eu des initiés, ça devait être la première fois, parce qu'on voit comment ça a été fait. Enfin, encore une fois, ça reste à prouver. Mais s'ils ont vraiment fait les choses telles qu'elles ont été décrites aujourd'hui, on voit bien que c'est pas une habitude, que ça ne s'est pas rodé et que c'est pas une grande organisation mafieuse, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, ils avaient même pas. Non, mais reçu des fois, leur c'est ce gain. qu'on peut comprendre. Ouais. C'est ce qu'on entend des fois. Hein. Mika? Non, je disais juste pour confirmer qu'en plus, ils ont même pas retiré leur gain du coup. Non, les paris, c'était tellement gros que les paris ont été stoppés. Et puis voilà, une petite enquête et apparemment tout le monde a été retrouvé a priori. Donc voilà, c'est sûrement pas une habitude du club et du handball en général. Ce qui pourrait être encore pire pour le monde du handball, ce serait que Canal se retire Enfin, voilà, il y en a beaucoup qui en parlent, que Canal se retire de la LNH, quoi. Ça. Ah, mais là, c'est pareil, quoi. Voilà, c'est tirer des conclusions d'un fait précis. C'est ça, il faut vraiment faire attention à ça, que tout le monde ne parte pas dans tous les sens et que tout ce qu'on a construit, oui, tout le handballeur, tout ce qu'on a construit en 20 ans tombe à cause de la bêtise de 2 ou 3, quoi. Mika? Non, moi, pour continuer là-dessus, en aucun cas, je pense que ça va nuire peut-être à l'image du handball, mais je pense que
À contrario, ça va peut-être même booster un peu le handball parce que du coup, on parle, il fallait du scandale pour qu'on en parle, quoi. Pour exemple, Stade 2, par exemple, j'entends jamais, je regarde Stade 2 une fois de temps en temps, jamais j'entends parler de handball. Au mieux, il y a le tableau des résultats, et là, ils en parlent pendant un quart d'heure. C'est dans tous les journaux. Alors maintenant, les gens tu parlais de microcosme de spécialistes, même s'il y a un peu plus de gens qui regardent le handball, on reste quand même vachement. C'est quand même des gens qui regardent en général, c'est des gens qui connaissent le handball. Et avec ce genre d'affaires, ben, il y a des gens qui connaissent rien, qui commencent à s'y intéresser, qui commencent à regarder parce qu'on remue un peu la merde et que ça plaît aux gens, les petites histoires comme ça. Donc, alors c'est une tragédie, c'est pas bien ce qui se passe, mais je pense pas que Canal veuille se retirer pour ça. Bien au contraire, ça va peut-être leur augmenter les audimat. Alors que là, Il ouais, va falloir du temps quand même. Il ouais. va falloir du temps. Alors là, il y a une petite dépêche qui vient de tomber, messieurs. C'est Michael Robin, Vitka Vitnic et Wissam Ashman, pardon. 3 joueurs de Montpellier ont été remis en liberté. Donc voilà, c'est un fait. Et Issam Tej a lui été placé en garde à vue dans la soirée. Comme ça, voilà, c'est les dernières infos qui sont tombées. Donc c'est un peu, voilà, on pensait peut-être que Michael Robin, qui lui, entre guillemets, aurait parié et avait joué le match, bah, il a été remis en liberté. Comme quoi, vous avez raison Arnaud, faut vraiment, avant d'en parler, que la justice fasse son boulot et qu'on voit un peu où que ça nous mène tout ça, en espérant que ça, voilà, ça n'égratigne pas trop le monde du hand, quoi, parce que c'est vous, messieurs, qui allez en pâtir, malheureusement, quoi. Ça va déjà égratigner l'image de certains membres de l'équipe de Montpellier, je pense, si des sanctions sont prises. Après, je pense que le hand s'en relèvera. On va se battre en tout cas pour que le spectacle continue et qu'on oublie tout ça le plus vite possible. Alors justement, tout à l'heure, avant de vous laisser, on n'a pas eu la chance de demander à Benoît. Benoît, prochain match Tremblay-Nantes, donc tu vas planter combien de buts à Arnaud? Non, non, mais moi j'étais encore sur cette affaire parce que là, il y a encore tellement de choses à dire. Bah ouais, pardon, Euh, vas-y Benoît. j'ai pas eu le temps de m'exprimer parce que je suis arrivé un petit peu en retard, mais c'est vrai que j'étais à la fois très surpris de tout cet engouement, puisque là, pratiquement tous les médias se sont emparés de cette histoire et ont tiré des conclusions. J'ai entendu des choses, comme le disait Arnaud, mais j'ai halluciné, quoi que ce soit sur n'importe quelle radio. De nombreuses fois, j'étais en voiture, je voulais m'arrêter pour intervenir, parce qu'il y a des choses qui ont été dites, mais c'est vraiment lamentable. Et donc, je voulais revenir un petit peu sur ça par rapport au fait que, voilà, tant que rien n'est sorti, on ne peut pas se permettre de pouvoir prendre des conclusions. Et en plus, au-delà de ça, je dirais que apparemment, les paris sont faits sur la mi-temps, et ça, on ne le rappelle pas assez. C'est une défaite de Montpellier à la mi-temps. Mais les joueurs, en aucun cas, apparemment, ont parié sur la fin du match. Donc après, parier ou pas parier, ça, je ne sais pas. Apparemment, il y a des choses qui commencent à sortir. On dirait qu'il y a certains joueurs qui ont parié. Et encore deux classes différentes entre les joueurs qui ont parié sans jouer, les joueurs qui ont parié et joué. Donc ça aussi, c'est à différencier, puisque on ne peut pas savoir quel a été le rôle d'un joueur qui n'a pas joué. A-t-il influencé les autres même sans jouer? Bon, enfin bref, il y a beaucoup de choses encore qui doivent sortir. On ne sait pas tout. Je ne sais pas si on saura d'ailleurs exactement la vérité sur cette histoire, mais je pense qu'il faut vraiment prendre des précautions avant de pouvoir tirer des conclusions. Et là, du coup, notre sport a été jeté en pâture comme ça. Tous les médias, tous les gens que je rencontre, même quand je vais faire des courses ou quoi que ce soit, voilà, me parlent de cette affaire. Donc là, on est devenu d'un coup un sport de truqueurs, alors que c'est un match, vu le contexte qui était largement à la portée de Cesson. Et donc, même sportivement, il y avait quand même des possibilités pour que Cesson gagne. Et Montpellier était déjà champion. Donc, c'est pas non plus, ils n'ont pas faussé le championnat. Il y a quand même des choses qui sortent du contexte et qui deviennent vraiment très agaçants pour les spécialistes que nous sommes. Non seulement ils étaient champions, mais ils étaient champions la semaine passée, donc ils avaient dû passer la semaine dans les boîtes de nuit. Ouais, non, mais voilà, et là, et en plus, voilà, c'est comme je le dis, c'est un score à la mi-temps. Ils ont parié sur un score à la mi-temps, Et, et pas un score à la fin du match. et comme tu le dis, Benoît, c'est vrai que la plupart des médias, euh,
bah voilà, prennent en exemple aussi l'histoire de la table du studio cassé par l'équipe. Et c'est vrai que le handball, si on fait vite fait le rapprochement, comme quoi vous êtes, entre guillemets, hein, bien entendu, des truands, des truqueurs, et limite, j'ai entendu des criminels, quoi. Donc c'est bien dommageable et ça va être difficile de relever, d'inverser la tendance, Arnaud, quand même, Ah, là-dessus. c'est dommage dans cette période, on était enfin Reconnu. au début d'une grande histoire avec le hand, avec enfin Non, mais on je pense que pouvait. c'est lié. Je pense que c'est lié. On aurait intéressé personne si on avait pas été tout en haut. Oui, non, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est dommageable que ça arrive maintenant. Et là, du coup, ça prend des ampleurs sur des choses qui sont pas anodines parce qu'il y a quand même eu des choses de fait. Donc on peut pas dire que c'est anodin. Il y aura, si c'est avéré, il y a des fautes quand même qui sont graves. Mais malgré tout, tant que rien n'est officialisé et tant qu'on n'a pas le verdict final, on peut pas, on faut arrêter de sortir des inepties aussi. Alors aussi- c'est pour ça que depuis le début de l'affaire, Andé ne polémique pas, hein, on pub pas, on fait pas d'article sur cette triste affaire, on préfère parler des résultats et du terrain. Donc ça, vous l'avez bien compris sur la page Facebook, on n'en parle jamais. Il y avait juste une émission ce soir, on devait faire le point avec vous, mais on vous postera plus d'articles jusqu'à temps que la justice fasse son boulot et qu'on sache un peu, parce qu'on n'est pas placé pour savoir. On n'a pas la science exacte non plus. Et on préfère que la justice fasse son boulot tranquillement. Et puis, si sanction il y a, il y en aura. C'est dommage pour l'équipe de France aussi, qui risque de perdre quand même des bons joueurs, hein, parce il y a quand même Karabatic, je citais, il y a eu un moment Samuel Orubia aussi, et puis il y a cette équipe de Montpellier qui a rien à voir entre guillemets dans cette histoire-là, mais ça va être l'équipe président et le coach qui vont en pâtir, parce que si aujourd'hui Montpellier perd la majorité de ses excellents joueurs, et bah ça va fausser le championnat quand même, Arnaud, tout ça. Oui, c'est un peu le risque. C'est un peu le risque, mais c'est difficile de sanctionner des joueurs sans que le club en pâtisse. C'est Ouais. malheureusement comme ça. Bah écoutez, Arnaud, je vous remercie de nous avoir un peu éclairé sur tout ça. Prochain match, on a dit tout à l'heure à Tremblay, Benoît, et puis t'as pas répondu à ma question. Ouais, non, j'ai pas répondu. Écoute, on va à Nantes, donc Bah, on sait que ça va être un match difficile. très compliqué. Nantes joue très bien depuis le début de la saison et c'est très bien renforcé là, avec encore deux recrues espagnoles. D'ailleurs, je voulais savoir si vous parliez plus espagnol à l'entraînement ou français quand même, Arnaud. Alors moi, je me suis mis à l'espagnol. Donc, Voilà. a priori, eux, ils se sont mis au français. Donc, au bout d'un moment, on va peut-être réussir à se comprendre. Ah non, mais, ça va, on a des traducteurs. On a des Espagnols qui parlent couramment français. Donc ça va. On se débrouille. Bah écoute, Et donc, bah, ouais, donc ça va C'est être c'est pas Valero Rivera, parce que depuis qu'on l'invite, il a jamais répondu. Ah, pourtant, ils parlent bien français. Hein. bon bah Arnaud, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bah écoutez Arnaud, bah, je vous remercie de nous avoir consacré un peu du temps. Et puis je vous souhaite un bon match, parce qu'après je vais me faire taper dessus, hein, face à Tremblay, un excellent Un championnat. beau match, on va dire. Un beau match, voilà, un beau match. Voilà. Et puis bonne chance pour la suite. Et puis on va peut-être vous rappeler quand l'affaire sera bouclée pour avoir un peu votre avis là-dessus, Arnaud. Le problème, pas de problème. Merci bien et passez une bonne Merci à soirée. vous. Au revoir. Merci beaucoup, ciao. Alors, messieurs, quand même, à titre personnel et en tant que, bah, toi, Benoît, ça fait 15 ans que tu es dans le métier, personnellement parlant, comment tu l'apprends, cette affaire? J'imagine que toi, bah, tu es plus sur la fin de ta carrière, mais tout ce que vous avez bâti, en quelque sorte, ça s'écroule, quoi. Franchement, moi, je suis vraiment pas autant dans quoi. Je sais que c'est très dommageable pour voilà, mais on peut pas parler que ça s'écroule de quoi que ce soit. Il y a eu des choses, il y a eu des bêtises de fait, mais il y a pas eu, je pense quoi. Moi, je suis encore peut-être encore un peu naïf, mais j'ai vraiment du mal à penser que le match a été truqué. Donc, qu'il y ait eu des paris. Là, je pense qu'apparemment, il y a eu des déclarations qui ont été faites, donc Mhm. apparemment, c'est le cas. Il y a eu des paris. Et comme je le rappelle, c'est des paris qui ont eu lieu pour un score à la mi-temps, donc victoire de Cesson à la mi-temps, Ouais. et en aucun cas à la fin du match. Et donc, les joueurs restent quand même des compétiteurs. Et je vois pas, même s'ils ont parié sur la mi-temps, ils avaient quand même le désir de remporter ce match. Pour l'image de notre sport, voilà, on sait que c'est une très mauvaise image, mais
c'est les médias qui en rajoutent une tonne et Exactement. qui nous mettent à ce niveau-là. Parce que franchement, tout ce qu'on a bâti, comme tu l'as dit, et ce qui est en train d'arriver, puisque là, normalement, c'était un peu, on va dire, l'apogée de notre, quoi, je sais pas là, c'est l'apogée, mais en tout cas, c'était le début d'une très grande aventure avec des équipes, un championnat qui devient le championnat numéro 2 d'Europe, des clubs qui se renforcent sans cesse, qui vont peut-être bien figurer en Ligue des Champions, une équipe de Paris qui est construite pour gagner la Ligue des Champions d'ici 2 ou 3 ans. Donc voilà, je pense que la route va continuer son chemin. Là, c'est très dommageable, comme je le dis, mais c'est une erreur de. Après, je ne vais pas dire une erreur de jeunesse, mais c'est un truc qui a pris une ampleur mais phénoménale avec des mecs, des clubs qui se sont pas rendus compte de l'impact que ça pouvait avoir et donc qui se sont fait rattraper par tout le tapage médiatique qu'il y a eu autour de cette affaire et du coup, voilà, ça va ternir leur image sur l'image de Montpellier, certainement. Certainement. Mais de là à dire que notre sport va en pâtir et que c'est la fin de tout, non, je pense pas. Non, je pense qu'il y a vraiment encore de très belles choses à venir et que ça, voilà, les gens qui sont incriminés seront sanctionnés, certainement lourdement de la part de la Ligue si ça en reste à la Ligue. Et après, si ça va au-dessus, s'il y a des sanctions juridiques. Là, ce seront les joueurs qui vont en pâtir vraiment de plein fouet. Mais sinon, je suis pas aussi pessimiste que toi sur l'avenir de la Ligue et du handball en France. Non, parce que c'est vrai qu'on a l'impression quand même que vous avez être beau. Je sais pas, vous pouvez être au moins quadruple champion du monde et gagner 10 Jeux Olympiques, que ce sport malheureusement ne sera pas reconnu. Et c'est vrai qu'on a un peu, l'impression que depuis l'arrivée des Qataris et peut-être que Canal aussi fait qu'on en parle un tout petit peu plus. Et puis là, on a l'impression que vu cette affaire-là, bah voilà, on va recommencer depuis le début et en attendant de gagner quelques trophées pour que le hand se fasse enfin reconnaître. J'ai pas mal de réactions sur le chat. Alors, la plupart des gens sont tristes. Vraiment triste, déçu pour certains et un peu comme toi Ben, un peu ils veulent pas croire qu'il y a eu trucage de match et toi Mika, est-ce que tu penses que Montpellier, enfin les joueurs de Montpellier auraient pu aller jusqu'à là? Moi, je veux pas le croire non plus, mais bon, comme je le disais tout à l'heure, quand tu mises 1000 ou 2000 euros et que tu peux en gagner 5 ou 6, et sur ta défaite à la mi-temps, ben, surtout, comme dit Ben, à la mi-temps, moi je trouve que c'est plutôt accablant pour eux même, parce que c'est, on va se laisser perdre de 1 ou 2 buts à la mi-temps, et puis on va tout faire pour gagner le match à la fin, quoi. On est doublement gagnant. Mais après, comme on le dit depuis le début, hein, faut attendre l'enquête, mais c'est vrai que c'est un coup dur pour ces joueurs mais moi j'ai du mal aussi à imaginer qu'ils aient pu le truquer parce que mais les faits sont là et ça va être difficile à juger. Alors après, comme disait Arnaud, c'est comment juger que quelqu'un a levé le pied, quoi. Comment prouver que quelqu'un a levé le pied, C'est pas c'est possible. improuvable. On peut pas. Alors maintenant, sur quoi ils vont se baser pour faire leur enquête, Ça sans va être doute sur les les- témoignages, hein. Si lors des gardes à vue, il y en a qui craquent ou quoi que ce soit, mais sinon, c'est pas assez des spécialistes. Ils peuvent regarder le match 20 fois et ils comprendront jamais rien. Donc, ça va Alors, pas être sur l'effet du match, hein. alors Ça va être seulement s'il y a un des joueurs en garde à vue qui craque et qui qui avoue. témoigne comme quoi ils ont lâché le match. Mais sinon, je vois pas comment ils peuvent faire. Alors, j'ai quand même, bah voilà, il faut de tout pour faire un débat. Magéo, je pense qu'on le prononce comme ça, hein, sur le chat, qui dit on punit les mamans qui volent de la viande pour nourrir leurs enfants, il ne faut pas leur laisser passer ça, c'est des caprices de stars. Donc, De toute façon, s'il y a trucage de match, bien sûr qu'il faut pas laisser passer, hein. À quelque chose près, c'est comme aller braquer la Française des Jeux, hein. C'est du vol, hein. Donc, si quelque chose est avéré dans ce sens-là, ils vont prendre cher et puis c'est tout, comme dirait Philippe Lucas. Alors, justement, Muriel nous disait sur le chat, par contre, ce qui a été faussé, c'est le match contre PSG ce week-end, Benoît.
Ouais, là par contre, c'est sûr que on s'est rendu compte quand même que il y avait certainement des informations qu'ils avaient eues. Alors, je sais pas si c'est depuis la mi-temps, parce que je les ai Alors, retrouvées ouais, méconnaissables en début de deuxième. alors ce qui se passe, Benoît, c'est que, alors déjà pour Karabatic, Lucas, sa femme était déjà en garde à vue le matin, et il semblerait que enfin, les policiers les attendaient au vestiaire, les joueurs. Donc, Non, mais c'est pour ça que j'ai vu des attitudes, parce que voilà, voilà, j'étais quand même au courant de tout le tapage médiatique. Je savais pas exactement quand est-ce que avoir allait se passer leur interpellation. On avait dit dès le jeudi ou le vendredi quand ils allaient rentrer, quand ils allaient arriver sur Paris après Flensburg. Ensuite, c'était lundi quand ils allaient rentrer à Montpellier. Donc voilà, tout le monde s'empare de ça pour se exactement. dépêcher de les arrêter au plus vite. Bon, enfin bref, ça c'est encore une autre histoire, mais il est sûr que autant ils ont réussi à faire le dos rond et loin de la France en Ligue des Champions, autant là sur ce match, j'ai vu des comportements des joueurs qui étaient vraiment. Ils y étaient pas. Ah ouais, ils y étaient pas, mais ouais, on sentait bien que c'était compliqué. On sentait bien que c'était compliqué. On a vu Karabatic essayer par moments d'être décisif, mais rapidement de s'épuiser, de s'embrouiller avec les arbitres de manière continuelle, et après il a complètement lâché. Il était plus du tout dans le repli défensif, alors que c'est un joueur qui est exemplaire, que ce soit en attaque comme en défense. Et là, je l'ai vu dans des attitudes où j'avais rarement vu comme ça. On a vu même Patrice Canaillé à un temps mort, alors qu'il y avait déjà plus, moins 12 ou 13, essayer de calmer, de continuer à faire, à travailler, à pas laisser passer, mais on sentait bien que il se passait plus grand chose. Donc voilà, j'ai vraiment senti que ça avait eu une grosse incidence sur le match. Alors, Par contre, pour revenir aux sportifs, qu'est-ce que tu penses de leur début de rencontre et le choix de faire une 6-0 avec des joueurs comme Copillard et Hansen en face? Après, franchement, qu'est-ce que je peux te dire par rapport à ça? Les joueurs qui ont été excellents dimanche depuis le début de la saison, Copliard, il met pas un pied devant l'autre, sans être méchant, mais s'il tourne à 2 buts par match, c'est le Parce maximum. qu'on agresse. À Aix, on a défendu sur lui à 11 mètres. Contre Cesson, ils défendent aussi en 5-1 assez haute. Ouais, mais il avait vraiment du mal à trouver la bonne distance. Alors peut-être que oui, ça l'a peut-être favorisé le fait que. Mais le début du match, il s'est retrouvé quelques fois bien emprunté, et ensuite il a réussi à trouver la bonne distance. Donc peut-être que oui, stratégiquement, il y a eu une erreur de fait, mais c'est vrai qu'avant le match, on ne pouvait pas compter sur une performance aussi incroyable de Copliard. Le gardien Sierra dans les buts, pareil, était abonné absent depuis le début. Là, il fait, je sais plus, 24 arrêts, je crois. Il n'y a que Hansen qui, voilà, qui 24 était. arrêts Canal+. Hein. Pardon? 24 arrêts Canal+. Ouais, ouais, ouais. Mais donc, non, c'est vrai que non, tu as raison. Peut-être qu'au niveau du choix stratégique, il était peut-être pas approprié, mais ensuite, en même temps, ils avaient joué 3 jours avant, donc physiquement, ils voulaient peut-être aussi pouvoir se reposer sur une défense 6-0 qui est donc moins sollicitante, et peut-être récupérer des ballons et pouvoir les monter, et donc marquer des buts faciles sans avoir à avoir donc énormément d'énergie à dépenser, sachant que Hansen en duel il est très fort, donc ils avaient quand même besoin d'avoir une grosse attention de leur côté, donc il a pris le pari de cette 6-0, et c'est vrai que ça s'est avéré pas du tout concluant. ouais, c'est vrai qu'au-delà du non-match qu'on peut comprendre de Montpellier, Paris a montré quand même des bonnes, un bon niveau de jeu, notamment, tu l'as dit, avec Hansen, Roubia qui n'a pas été mauvais, et pourtant qui fait partie un peu des joueurs incriminés, me semble-t-il. Donc, je pense qu'on va clore un peu ce débat. C'est vrai que ça fait pas mal de monde en parle sur le chat, et je vous remercie d'être là avec nous. On vous tiendra informé la semaine prochaine pour savoir un peu tout ce qui se passe, et on essaiera aussi d'avoir un mot, pourquoi pas, Benoît, de notre parrain, un peu d'avoir son avis. Je sais qu'il a posté il n'y a pas longtemps juste en disant que Karabatic n'était pas un meurtrier ni un voyou
ce que a pu dire par exemple Constantini aujourd'hui en le traitant de petit con. Voilà, ça c'est, ça a été dit par l'ancien sélectionneur des Bleus. Donc voilà, on va clôturer un peu ce débat et passer à la LNH, au terrain. En fait, c'est pour ça qu'on est là. On désirait juste vous faire part un peu de ce dossier avec Arnaud Siffer et puis bah, toi Benoît et toi Mika. Donc bah voilà, messieurs, les journées se suivent et se ressemblent un peu pour Aix-en-Provence. Mika, encore défait, j'ai envie de dire, mais bon, c'est vrai que vos adversaires sont pas non plus n'importe qui. Ça s'est joué encore de peu face à Raphaël, décidément. Vraiment, vraiment, il manquera pas grand-chose pour rivaliser avec les meilleures équipes en ce moment, Mika. Il manque un peu de coffre, un peu de rotation. On a une défense, Benoît le disait, la 6-0, c'est pour s'économiser. Nous, on a une défense assez haute qui nous fait dépenser énormément d'énergie et on arrive assez régulièrement à faire le match en tête. Mais en fin de match, on a toujours un dernier quart d'heure très difficile et où physiquement, on n'y est plus. On n'y est plus dans les duels, on n'y est plus dans la tension. Donc, on prend des buts bêtes et on a fait vidéo aujourd'hui. On a pu voir que dans le dernier quart d'heure, on n'a pas récupéré beaucoup de ballons en défense. Donc, forcément, vu qu'on était un peu en difficulté en attaque, ça a été difficile pour nous. Mais on continue de travailler, on attend des jours meilleurs. Et Ouais, pourtant, votre effectif est quand même bien, quoi, peut-être pas aussi étendu que d'autres clubs, mais pour un promu, vous avez quand même des forces et les postes sont doublés de partout. Ouais, les postes sont doublés, mais il y en a qui qui tardent un peu à briller sur le terrain et à l'entraînement, et le coach leur fait pas encore entièrement confiance. Donc, pour l'instant, ils tirent un peu toujours sur les mêmes, en espérant que les autres arrivent à s'impliquer à fond, parce qu'ils en ont le potentiel et tous les joueurs méritent de jouer cette année. Donc, on attend avec impatience que les choses se mettent en place pour ces joueurs qui sont un peu timorés en ce début de saison et ça pourra caler bien. Et Nicolas Ivacno était absent. Nicolas Vacno a des petits problèmes de dos, des petits problèmes de vieux. Alors, un petit message de Muriel à ton attention, Mika. Tu laisses gagner Chambéry quand même. Vous vous rattraperez par la suite. Voilà. Donc voilà, c'est un petit message de Muriel. C'est pas le match qu'on a ciblé pour prendre des points pour l'instant. Et puis un autre message, ils font trop de fautes, boîte à gifles, ex. Voilà, ça c'est 257-113, pas pseudo, donc je peux pas te dire qui c'est, mais Ah, voilà. ouais, c'est pas faux, on fait des fautes parce qu'on a une défense agressive, mais comme on essaie de la continuer, même quand on est fatigué, ben, quand on essaie de faire des fautes en étant fatigué, on fait des fautes un peu plus flagrantes et on se fait sanctionner. Alors vous retrouverez tout le podcast d'Arnaud Siffer hein, qu'on a eu en début d'émission pendant trois quarts d'heure. Donc vous le retrouverez demain ou mercredi sur le site et sur nos réseaux sociaux. Euh, on va parler maintenant de Tremblay, Benoît. Bah, alors là, première et enfin belle victoire face à une équipe aussi toulousaine avec un excellent Jérôme Fernandez qui a marqué pas mal de buts. Tremblay s'impose 28-25. Bah, ça fait du bien de prendre des points, hein. Oui, enfin, mais rappelons quand même qu'on a joué Chambéry et Montpellier, donc nous on C'est n'a vrai. pas eu la chance de les jouer ou on a eu la malchance de les jouer trop tôt. Donc c'est sûr que peut-être que plus tard Montpellier ce sera peut-être plus sympathique à jouer. Je leur souhaite pas parce que c'est dans des conditions un peu délicates, mais C'est vrai. c'est la réalité. Ouais, non, mais sinon une première victoire c'était important chez nous. On a fait un match vraiment correct sur la longueur et encore un petit peu à l'image de l'année dernière, encore pas assez tueur dans le terme tuer le match. On a plusieurs fois l'occasion d'avoir 7 buts d'avance et c'est vrai que sur des choses un peu plus simples, on se relâche et du coup, on a des petites périodes un peu moins bien et ça les laisse espérer. Donc, ils se rapprochent un petit peu au score et du coup, on doit rebatailler un petit peu pour refaire l'écart. Donc, un match dans la globalité assez bien tenu. Malgré tout, je pense qu'on aurait pu finir avec un écart plus conséquent et vu que
goal average sera certainement serré, que ce soit pour les places européennes ou pour le maintien. C'était pas un luxe d'avoir un écart plus conséquent. Donc voilà, on est satisfait bien sûr de la victoire. Et par contre, un petit peu peut-être déçu qu'on n'ait pas réussi à avoir un écart plus conséquent. Alors, Benoît, côté toulousain, alors c'est vrai avec cette histoire de Montpellier-Cesson, le problème financier de toulousain est complètement occulté pratiquement. Il y avait 3 contrats en attente, ça devait se décanter en début de semaine. Est-ce que toi, personnellement, tu as des nouvelles? Non, non, pas plus que ça. Non, non, ils espéraient que les joueurs soient qualifiés justement pour le match contre Montpellier mercredi. Ouais. Mais a priori, je sais pas, à moins qu'il y ait du nouveau d'ici demain, mais sinon, ça va être encore repoussé. Et c'est vrai que sur le poste de pivot, le jeune Van Kovenberg Voilà. est un très bon pivot d'avenir, mais qui fait attaque-défense, qui est bien seul sur ce poste-là. Et la doublure, c'est un Slovène, je crois, ou je sais plus quel pays, a montré de très très belles choses en préparation et ce serait vraiment important pour Toulouse de récupérer ce joueur-là. Alors justement, Toulouse rencontre Montpellier. Première question, Mika et Ben, doit-on jouer ce match? C'est vraiment. Est-ce qu'il faut pas le reporter, l'annuler ou voilà, on sait très bien que Montpellier essaie de. Ouais, non, bien sûr que non. Ils se sont mis tout seuls dans cette histoire. Donc, ils en payent les conséquences, hein. On va pas arrêter le championnat parce que des joueurs ont fait des conneries et se retrouvent mis en cause. Donc, je pense pas qu'il faille changer cette journée. Benoît, pareil. Ouais, ouais, je pense que c'est vrai qu'il y a il y a des erreurs qui ont été sûrement commises, mais par contre, ça prend de telles proportions parce que là, ils vont quand même se taper 48 heures de garde à vue, donc c'est quand même complètement énorme. Après, c'est la loi, mais ça me paraît fou comme décision pour une affaire de Paris. Ouais, c'est clair. Mais enfin bref, non, et c'est vrai que voilà, il y a une faute qui est commise apparemment, à prouver toujours, hein. On met des guillemets dans ce qu'on dit parce que il n'y a encore rien de prouvé, mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus arrêter le championnat pour ça. Et d'ailleurs, Patrice Canaillé l'a encore rappelé en conférence de presse cet après-midi. Il va vraiment compter sur les joueurs Sur les jeunes. qui sont présents, voilà, qui n'ont pas fauté, sur les joueurs du centre de formation. Et il n'a pas l'envie de laisser passer ce match parce qu'il y a des problèmes extra-sportifs. Exactement. Et il a encore son image et toute l'image de Montpellier à continuer de redorer. Et ça commence dès mercredi sur le premier match. Parce que voilà, il va y avoir du monde dans la salle, il va y avoir des partenaires, il va y avoir des supporters. Et ils se doivent de montrer un visage conquérant et toujours d'actualité malgré tout ce qui peut se passer autour d'eux et qui est bien dommageable pour ce grand club. Et ils ont encore des armes quand même, hein. Faut pas déconner non plus, hein. C'est un club qui a beaucoup de joueurs et beaucoup de joueurs de qualité. Donc, malgré le fait qu'il y en ait quelques-uns qui soient pas là, ça reste une équipe très compétitive. Ouais, Par contre, sans gardien de but, ça risque d'être compliqué. Par contre. Mais Robin a été relâché apparemment là. Ouais, Robin. Ouais, c'est ce que j'ai lu, mais je suis pas sûr qu'il soit dans les meilleures dispositions. Et voilà, enfin, Ouais. bref. Effectivement, et la salle sera pleine et la plupart des auditeurs qui sont sur le chat sont d'accord avec vous. Le match aura bien lieu et tant mieux, on a envie de dire. On va passer. On en a parlé un peu Dunkerque-Nantes avec Arnaud, mais on n'a pas eu ton sentiment, Benoît. Victoire de Dunkerque, qui s'est un peu vengé de l'année dernière quand même. Nantes les avait coiffés sur le fil. 28-25. Nantes qui a quand même joué un peu comme vous, Chambé, Dunkerque, et qui jouera contre vous. Ça va être un match difficile et quant à la victoire de Dunkerque, bah voilà, Dunkerque s'impose aussi comme un bon prétendant aux places européennes, hein. Ouais, c'est une évidence, hein. Franchement, avec l'effectif et le recrutement qu'ils avaient fait, c'était évident qu'ils vont faire, qu'ils vont être parmi les prétendants aux places européennes.
Sur ce match-là, on a encore vu cet arrière droit là qui, malgré son jeu qui est pas spécialement très esthétique, est vraiment très percutant, on va dire. Makeda, c'est un joueur que je connaissais très peu et que j'ai vu jouer quelques fois là, dans ses différentes sorties et qui m'impressionne par sa percussion. Il est toujours en train d'aller défier le joueur, d'aller au contact et il est capable de lâcher des tirs vraiment très intéressants en variant pas mal ses, ses impacts et en étant aussi pas mauvais en défense puisqu'il était devant Siakam de nombreuses fois et il n'a pas été ridicule alors qu'on sait que Siakam est un joueur de duel qui est assez performant. Donc ce joueur Makeda est vraiment une très très belle recrue pour Nantes et on va pas parler de Valero Rivera qui a fait un match absolument magnifique Un au 12 sur niveau 15. Un 12 ouais, sur 15 et 6 pénaux. puis au niveau technique, c'est absolument Phénoménal. phénoménal ce qu'il fait avec son poignet là, il est très très bon. On voit par contre Entrerios qui avait fait une très très bonne prépa et là qui marque un petit peu le pas. Alors est-ce que c'est le fait d'être plus demi-centre qui le gêne un peu et qui préfère plus être sur la base arrière? Est-ce que et puis Sofiane Sayad aussi, et lui est plus aussi hein, quoi, préfère peut-être plus jouer arrière et moins demi-centre. Alors je sais pas trop, donc du coup Entrerios est un petit peu moins performant ces derniers temps. Et on pourra aussi. Lors de ces deux dernières sorties, notamment Chambéry et Dunkerque, donc on va espérer qu'il soit de ce niveau-là contre nous. Et Ben, on peut dire aussi que Nantes s'est renforcé avec l'arrivée entre guillemets de Roquefellio. Ouais, tout à fait. Oui, c'est indéniable que dans l'animation, dans tout ce qu'il y a autour, c'est un joueur qui est très précieux. Après, par rapport à son activité, des fois, elle est vraiment limite. Donc, autant son implication et tout ce qu'il peut donner comme conseil, on le voit beaucoup parler à ses partenaires. Donc ça, c'est une très bonne chose pour aider le placement, puisque lui, il vient juste d'arriver. Et donc, il est beaucoup dans la communication. Par contre, ouais, il y a des fois des gestes qui me surprennent un petit peu et qui n'ont pas spécialement lieu d'être sur un terrain. Donc, pas spécialement sur le carton rouge. Hein. Celui-là, c'est pas la plus flagrante, mais voilà, il faut qu'il arrive aussi à utiliser les mots qu'il emploie pour ses partenaires, qu'il les utilise aussi pour lui-même. Alors pas mal, énormément de Nantais sur le chat, donc je vais lire un peu les réactions des supporters nantais. Entre autres, quand les habitudes vont être prises, Nantes risque d'être redoutable. Les Espagnols sont excellents et attention, ce n'est que le début de championnat. Roquefellio va aider la défense, etc. Est-ce que Mika, tu as été un peu comme les supporters nantais? Nantes peut être un peu, pas la surprise, mais titiller un peu le top 3 de cette LNH, où c'est un cran en dessous de Chambé, Montpellier et Paris. Bah, comme je dis depuis le début de la saison, je trouve qu'ils ont vraiment un beau set majeur. Après, en termes de rotation, c'est un peu plus difficile, je trouve. Maintenant, ils ont cet Islandais là, dont je ne me rappelle pas le nom, qui a l'air intéressant et qui prend son temps pour s'intégrer à ce groupe et à ce championnat. Et Johnson, voilà. Et le jour où il va vraiment trouver la pleine possession de ses moyens et bien s'inclure dans l'équipe, ça deviendra vraiment intéressant. Ouais. Non, mais ils ont quand même un effectif conséquent, parce que Anti est obligé de faire de vrais choix. Il y a Johannes Ipe, là, pareil, qu'ils avaient recruté l'année dernière et qui commençait à devenir performant en fin de saison dernière, n'est encore pas calé, quoi, n'a pas été retenu par le coach encore dans sa liste des 14. Donc ils ont quand même, en plus de leur effectif, des joueurs qui sont capables de jouer et de très bien jouer. Il y a un jeune Niateux qui est aussi plein d'espoir. Il y a un autre gaucher derrière Makeda, il y a Skatar qui a plus besoin de prouver, qui a été déjà très bon dans le championnat français, mais il y a encore des jeunes. Et le problème, c'est que Thierry Anti s'appuie un peu toujours sur les mêmes, et du coup, j'ai l'impression que les autres sont un peu en perte de confiance. Qatar joue à l'aile, quand il est arrière, il prend des shoots, mais il n'est pas sûr qu'il doit les prendre.
J'ai un peu peur que certains se démotivent du fait de leur manque d'implication. Justement, Mika, Boubou nous pose une question. Ça manque d'ailier droit à Nantes. Effectivement. Ça manque d'ailier droit, mais ils ont Mathieu Delabretèche qui est. Bon, Frédéric Doll qui est malgré son âge avancé, qui fait toujours des miracles et qui joue une heure. La soirée des âges avancés ou quoi là Spécial dédicace. Qui est vraiment bon, mais voilà, et il a Mathieu Delabretèche derrière qui n'a encore rien prouvé en LNH, certes, mais qui est un joueur prometteur et dont il se passe régulièrement. Donc la faute à Thierry Henty. Hein. Et Moule nous dit comme à Aix, Mika. Donc je sais pas, c'est sûrement à cause des ailiers droits qui manquent peut-être à Aix. Non, on a tout ce qu'il faut à l'aile droite à Aix, tout va bien. Allez, on va passer donc Dunkerque-Nantes, victoire de Dunkerque 28-25. Prochain match. Et si c'était une branchade pour moi, je suis ailier gauche. Hein. Voilà, en plus, oui. Delabretèche regarde le match pour l'instant des tribunes, donc il est même pas sur la feuille. Donc voilà, ça c'est une info de Bouboule. Allez, on va pas donc PSG Montpellier, on l'a dit, victoire de PSG 38-24. Aix-en-Provence s'incline à domicile face à Saint-Raphaël 27-29. Billière, justement, s'incline à domicile face à Créteil. Décidément, début de championnat. Alors c'est vrai qu'ils ont tapé aussi du lourd, mais début de championnat très difficile, Benoît, pour le premier Billière. Hein. Ouais, non, mais là, c'était le match de la début de saison. Là. On voyait Créteil très en délicatesse avec ce début de championnat, avec des résultats compliqués. Déjà une défaite chez eux contre Ivry sur la première journée, je crois. Donc... C'était la branlée. Pardon? Ah, tu parles de Créteil? Ouais. Ah, d'accord, je crois que tu parlais de Billard. Non, ouais, Billard, mais ça allait arriver. Non, mais on sentait que ce match, voilà, il sentait la poudre parce que les deux équipes étaient vraiment pas bien et peut-être sont des concurrents directs pour le maintien, donc très certainement d'ailleurs. Et du coup, cette contre-performance à domicile, alors que on attendait justement Billard sur ses terres essayer de grappiller un maximum de points, est une très très mauvaise défaite pour eux. Qui peut avoir vraiment une incidence sur pas l'ensemble, mais déjà sur ce début de saison. Autant le début a été un peu compliqué par rapport au match qu'ils ont joué, mais là, celui-ci était largement à leur portée s'ils veulent prétendre à rester en LNH. Et cette défaite peut être vraiment difficile à encaisser pour les joueurs, pour le staff. Donc, effectivement. Ouais, c'est vraiment une très très mauvaise nouvelle pour eux et pas mal de... très bonne pour Créteil qui, malgré ce début difficile, vont chercher des points très importants à Billard et peut-être aussi primordial par rapport au goal average pour la fin de la saison. Et donc du coup, eux peuvent revenir avec redonner un peu d'espoir et de confiance à ce groupe qui en manquait cruellement depuis le début de la saison. Et pas mal d'auditeurs voient Billard et Créteil peut-être dans la charrette en fin de saison. Et puis il y a aussi le match nul Célestat-Cesson. On va parler aussi de la Pro D2, juste le temps pour moi de parler quand même d'une sacrée affiche également. Et là peut-être qu'on va voir vraiment le potentiel du PSG qui se déplace à Saint-Raphaël. Messieurs, ça sera notre affiche pour la semaine prochaine. Alors Mika, Saint-Raphaël PSG, ça va être un excellent match. Ouais, je sais pas s'il est retransmis. Je sais pas si tu sais s'il est retransmis, mais c'est sûr que c'est un match qui va permettre au PSG de se jauger, si ce n'est déjà fait, sur les matchs à l'extérieur, parce que c'est une opposition de qualité, un prétendant à l'Europe, et on va pouvoir voir les qualités de ce groupe. Alors Saint-Raphaël qui est pas mal placé dans le championnat, qui pourrait revenir aussi à la hauteur de Paris s'il y a une victoire. Benoît, est-ce que c'est à peu près c'est ce match-là vraiment qui va nous montrer un peu les qualités et surtout on va dire l'ambition parisienne s'ils arrivent à taper Saint-Raphaël chez eux? Pour te rassurer, Mika, c'est retransmis jeudi soir. Hein. Ah, parfait. Très bien. Ouais, non, mais là, c'est une certitude parce que, comme je l'avais dit en début de saison, je voyais vraiment Paris sur les gros matchs présents.
mais peut-être sur la continuité et dans la durée, peut-être moins présent que Montpellier, qui a plus l'habitude d'enchaîner les matchs de haut niveau et de pouvoir toujours se, euh, se sauver de situations difficiles. Donc voilà, là, ce qu'on va leur demander justement, c'est ça, c'est de pouvoir d'être capable d'enchaîner. En plus, pas contre n'importe qui. Donc ça, c'est ce qui peut aussi les sauver, puisque c'est un match qui va être encore télévisé contre une équipe aussi prétendant à l'Europe. Donc ça, c'est aussi des sources pour ces joueurs de qualité de pouvoir retrouver la motivation supplémentaire pour encore faire une bonne prestation. Mais c'est vrai que voilà, là, on va vraiment avoir l'image un peu de ce que peut être Paris sur cette saison si, en plus de mettre une branlée à l'ancien champion de France, est capable aussi de très bien se déplacer et de battre aussi un concurrent direct. Alors, Saint-Raphaël Paris, Saint-Germain jeudi sur Canal, et ça va être aussi un peu notre affiche pour lundi. On essaiera d'avoir un invité d'une des deux équipes. Il y a, on l'a dit tout à l'heure, Toulouse face à Montpellier. Ça va être aussi un match un peu spécial, surtout pour Jérôme Fernandez qui retrouvera peut-être ses potes de l'équipe de France. Cesson, Dunkerque, Chambéry-Billère, Créteil-Célestat, Ivry, Aix-en-Provence. On l'a dit, Mickaël, c'est peut-être sur un match comme ça qu'on peut avoir leur première victoire du côté d'Aix. Peut-être, ouais, faut l'espérer. On y va pour ça en tout cas, mais on se fait pas d'illusions non plus. Ivry fait un très bon début de championnat. Ils ont vraiment un effectif de qualité avec des joueurs de talent. Donc ça va être très difficile. On va faire le déplacement dans la journée. Je croise les doigts. On y va pour gagner, mais comme on le fera à chaque fois cette année. Et, et puis Tremblay peut démarrer une petite série, mais ça va être difficile du côté de Nantes, hein. Benoît, on l'a dit tout à l'heure. Et faut pas oublier aussi que Chambéry a une bonne carte à jouer, hein, parce que ils reçoivent Billière. Si Chambéry venait à gagner et PSG venait à faire match nul ou perdre, et ben Chambéry serait c'est seul en tête. Donc ça aussi, ça va être une quatrième journée assez sympathique à suivre. Avant de passer la Le, pro. le Cesson Dunkerque va être intéressant aussi pour voir un peu le niveau de cette Exactement. équipe de Cesson qui s'est bien renforcée. Et voir ce que ça vaut contre une grosse équipe de ce championnat. Ouais, Ouais, surtout qu'ils ont été un peu à la peine à Célestat, hein. Franchement, j'ai vu le match et c'est vrai que ça a voilà. été par moments ils auraient dû tuer le match. Après, ils se sont fait vraiment peur et puis malgré tout, ils auraient pu le gagner. Et sur un dernier tir à la dernière seconde, ça se termine match nul. Je pense que sur l'ensemble, c'était mérité Ouais, des deux côtés, effectivement. mais ce sont vraiment encore pas, ouais, pas. J'ai trouvé, je pensais qu'ils allaient pouvoir faire la différence plus tôt sur ce match-là. Ouais, que des bons matchs pour cette quatrième journée. Un petit mot quand même sur la Ligue des Champions, avant de passer avec Sébastien sur la Pro D2. On l'a dit, hein, c'est quand même un bon résultat pour Montpellier face à Flensburg. 37 partout, c'était un match avec pas mal de buts. Montpellier prend quand même un point pour démarrer. Ils sont dans le groupe de Moscou, Hambourg, Léon, et il m'en manque un, Partizan de Belgrade. Donc autant dire que c'est un bon point de prix, Mika, hein, face à Flensburg, et c'est jamais facile d'aller arracher quelque chose là-bas, hein. Oui, d'autant que ce groupe est vraiment relevé avec Hambourg qui est un prétendant au Final Four et Tchekhov qui a toujours été une grosse équipe de la Ligue des Champions. Donc c'est encore un groupe relevé pour Montpellier cette année, comme ça l'était l'an dernier. Un bon point pris, parce qu'on sait qu'en Allemagne c'est toujours difficile. Et comme je disais en début d'émission, c'est vraiment une très belle équipe, cette équipe de Flensburg. Donc ils ont montré des vraies qualités, notamment j'ai beaucoup aimé le rôle de Mathieu Gréby à l'aile en finisseur, en fin de montée de balle, sur des positions très fermées à l'aile. Je ne le savais pas capable de ça et c'est très bon pour l'avenir de Montpellier. Donc bon, ben on verra hein, avec les affaires qui se passent en ce moment, s'ils arrivent à conserver leur effectif au complet, ils ont encore une belle carte à jouer cette année dans ce groupe. Ouais, effectivement, c'est un peu la note positive, hein, ce match à l'extérieur, Benoît. Ouais, tout à fait, mais là on a un peu tout dit, mais pour continuer sur ce sujet, c'est que au-delà du championnat, comme on le disait, ils ont encore des forces vives très intéressantes pour s'en sortir sur certains matchs de championnat, mais en Ligue des Champions, s'il leur manque des joueurs, ils vont exploser en vol, hein.
Ça, il faut pas se leurrer. Donc, malgré leur force encore conséquente, la Ligue des Champions risque de s'assombrir rapidement si les suspensions durent un certain temps. Ouais, surtout que Montpellier reçoit Léon dimanche. Ouais, ça enchaîne là. C'est Léon, après ils jouent toutes les semaines. Léon Là, ils font une grosse période. Léon qui est quand même très diminué, hein. Ils ont eu des gros problèmes financiers, ils ont perdu quand même la plupart de leurs meilleurs joueurs. Et ils ont perdu contre Hambourg, Léon, à domicile. Et Moscou a battu le Partizan de Belgrade 38-31. Ça, c'est pour le groupe de Montpellier. Et le groupe de Chambéry, Chambéry s'est fait surprendre à domicile face à... C'est pas une petite équipe non plus, hein. Alors, comment on prononce? Skopje? Skopreux? Ok. Skopje. Bon voilà, Skopje, bon voilà, ouais, ça n'a rien à voir. Donc Chambéry-Skopje 30-33 pour Skopje. C'était un match piège et ils sont tombés dedans, j'ai envie de dire, Mika. Ouais, mais Skopje, quand même, cette année, ils ont un très gros budget, ils ont beaucoup recruté. Ils ont une très belle équipe, notamment des joueurs de l'équipe de Macédoine qui, on se rappelle, avaient fait un très bon Euro. J'ai découvert des joueurs que je connaissais pas, moi. Moshkovski, l'arrière gauche, un peu gras, un peu petit, mais qui a une vision de jeu exceptionnelle et qui tire très bien. Un petit ailier gauche de 20 ans qui va à 2000 à l'heure. Bon, Darko Stanic, qu'on ne présente plus, le gardien serbe, qui a fait une très belle partie. Et Chambéry, oui, est tombé dans le piège dans le sens où ils ont buté sur cette défense et ils n'ont pas bien replié. Et je pense que le match peut se résumer à ça. C'est vraiment, je ne sais pas combien de montées de balles ils ont mis, mais ils ont dû mettre la moitié de leur but sur montée de balles. Donc à partir de ce moment-là, c'était difficile de s'imposer. Ouais, effectivement, hein, c'est vrai que Chambéry qui se déplace à Silkeborg, ça va pas être évident. Me semble-t-il que c'est l'ancien club de Tuzolana, c'est ça, C'est ça, ouais, tout à Benoît. fait. Donc C'est vrai Silkeborg que c'est une ouais, c'est quand même une belle contre-performance de de Chambéry. Chambéry. Ouais, ouais. Dans un groupe accessible comme celui-ci. Et en Ligue des Champions, on a, je vais pas dire pas le droit, mais presque de perdre à domicile, hein. Là, tous les points sont vraiment très précieux. Et sur un groupe comme celui-ci, on peut prétendre à sortir premier ou deuxième de ce groupe-là. Et là, Effectivement. déjà, en perdant à domicile, ça peut compliquer la tâche des Chambériens, sachant que même s'ils sortent de ce groupe, après, en fonction de leur place, ils joueront contre un adversaire d'autant plus redoutable que s'ils finissent pas dans le haut de la poule. Je m'interroge un peu sur les frères Gilles qui sont pas du tout utilisés, je trouve. Ils sont utilisés uniquement en défense et Bertrand même pas sur ce match-là. Alors peut-être qu'il avait des soucis, mais ça fait deux matchs qu'il joue qu'en défense et en attaque, il joue pas du tout. Et Guillaume, il joue qu'en défense aussi, et alors que quand même c'est des joueurs assez jeunes sur la base arrière et qu'un petit peu d'expérience, ça ferait pas de mal de temps en temps. Alors donc Chambéry qui s'incline. Alors je vais essayer de citer. Ah, je crois qu'on a Sébastien. Oui, Bonsoir, bonsoir Seb. bonsoir. Alors on finit vite fait avec la Ligue des Champions. Pour dire juste aussi dans un gros match Madrid-Kiel, c'est Kiel qui s'est imposé face à Madrid 27-32. Donc voilà, c'est pour les matchs. Aussi, il y a Berlin qui s'est imposé face à Minsk 29-25, l'ancien club des frères Gilles. Et Barcelone qui s'est largement imposé 33-23 face à Schaffhausen. Voilà. Sébastien, on va parler de Pro D2. Juste avant, on a fait un grand débat en début d'émission concernant cette fameuse affaire de Paris truqué. On aurait aimé avoir un peu ton avis personnel sur tout ça, Sébastien. Mon avis personnel, alors je suis très partagé. J'ai un sentiment un petit peu particulier, dû sûrement à mon appartenance au milieu du handball, qui fait que je suis très gêné vis-à-vis de cette affaire. Bon, je vais pas être original en disant que de toute façon, il faut attendre les conclusions de l'enquête avant de se prononcer. Moi, il y a deux choses qui m'ont un petit peu interpellé. La première, c'est que c'est pas forcément pour défendre les joueurs de Montpellier, hein, mais à un moment donné, quand la Française des Jeux permet à différentes personnes de parier,
et qu'elle met notamment une cote à 2,9 à la mi-temps pour donc Cesson qui mène à la mi-temps contre Montpellier. Quand on connaît les circonstances de ce match de fin de saison, bon, on a le droit de se poser la question. Un peu la Française des Jeux, pour moi, elle est un peu jugée partie dans cette histoire, puisqu'à partir du moment où on se rend compte que d'autres personnes extérieures au handball qui auraient pu parier à ce moment-là pour Cesson, ben, on leur permet pas forcément de gagner de l'argent, puisqu'ils décident à un moment donné, quand les gens gagnent trop d'argent, ben, que c'est pas légal. Voilà, il y a ça déjà. Et puis ensuite, bah, la suite de l'histoire nous dira effectivement si les joueurs étaient en faute. Ce qui semble quand même être évident, c'est qu'ils ont parié. Et donc ça, c'est répréhensible. Après, tout ce qui dépendra du pénal, je préfère pas me prononcer pour l'instant. Et c'est tellement grave, disons, de la prison que pour l'instant, je préfère pas m'exprimer sur cette histoire. Maintenant, s'ils ont parié, il faudra qu'au niveau sportif, ils en payent les conséquences. Est-ce que tu crois possible qu'ils ont un peu lâché le match, levé le pied, comme on dit? Bah, de toute façon, il faut arriver à différencier les joueurs qui ont parié et qui ont joué et les joueurs qui ont parié sans jouer, puisque de toute façon, ça, c'est deux choses bien différentes, bien distinctes. Celui qui parie et qui joue, encore une fois, je préfère poser la question parce que les conclusions de l'enquête ne sont pas terminées. On est en droit effectivement de se poser la question, est-ce que on joue réellement pour gagner quand on a soi-même parié sur la défaite de son équipe? Ouais, effectivement, c'est vrai que c'est difficile et on va attendre que la justice fasse son travail. Et puis nous, on va parler de terrain parce qu'il s'est joué quand même une belle petite journée de championnat. Enfin, belle, pas si belle hein, quand même pour le choc. Bah justement, j'ai envie de dire, Chartres n'a pas tenu le choc et s'est incliné face à Mulhouse. Ouais, bah, un match compliqué, que j'ai eu la chance de voir, je les ai pas suivis en déplacement, mais ils passaient sur en division, donc du coup j'ai eu la chance de voir ce match. Match qu'on a pris par le bon bout, puisqu'on a mené dès le début du match. Ensuite, ça s'est équilibré en milieu de première mi-temps. On finit donc à 15-14, donc derrière Mulhouse à la mi-temps. Et puis la deuxième mi-temps, on reprend un petit peu sur le même rythme, avec un, voire deux buts d'écart. Mulhouse, sur cette deuxième partie, qui mène plutôt la danse. Signaler qu'ils étaient bon, toujours privés de Alfred et Jean Zéphirin qui purgent encore leur match de suspension suite au dernier match de play-off contre Billère. Mais là, ils étaient privés en plus de Martin, leur arrière-gauche. Donc j'aurais tendance à dire que c'était un petit peu le moment pour les prendre chez eux, même s'ils sont difficiles à manœuvrer. Et puis on a eu un gros temps faible en deuxième mi-temps. Et il leur en fallait pas plus pour prendre l'avantage, donc pour prendre 4-5 buts d'avance. Et puis après, c'était compliqué pour nous de revenir parce que tout le match était serré et l'équipe qui prenait 3-4 buts d'avance, elle se détachait définitivement pour l'emporter. Alors, bah c'est pas une contre-performance parce que c'était quand même difficile d'aller battre Mulhouse. Et le prochain match contre Chartres, bah, ça va être encore un énorme match. Et c'est dans 4 jours, c'est face à Istres, hein. Bah effectivement, ouais, on enchaîne, hein. Donc du coup, bon, Istres qui est moins bien classé que Mulhouse à l'heure actuelle, mais bon, Istres qui descend de LNH, donc effectivement un gros choc. Bah, match un petit peu particulier pour moi, puisque j'ai quand même passé quelques années à Istres et je me suis vraiment régalé sur ces premières années en première division pour moi. Voilà, après un match, un match ça reste un match, donc il va falloir effectivement qu'on reprenne l'ascendant psychologique et qu'on gagne. Et puis surtout, si on arrive à gagner à domicile, arriver à les valider aussi à l'extérieur. C'est ce qui fait qu'ensuite on reste dans la tête du classement, c'est quand on enchaîne des bonnes perfs à l'extérieur aussi. Et puis, quant à Mulhouse, c'est pareil, ça va être un gros match parce qu'ils se déplacent à Nancy. Bah effectivement, ouais, ça commence déjà. Enfin, ces matchs, là, on commence à bien voir le championnat qui se dessine avec des équipes de tête, des équipes qui sont un petit peu à la traîne pour l'instant. Et ce match de Mulhouse contre Nancy, bon, Nancy, ils ont quand même 4 points de retard sur Mulhouse. Donc, mais bon, de toute façon, Mulhouse, pour l'instant, ils tournent bien. Moi, je veux dire, là, avec 3 absents, ils ont quand même réussi à nous battre et je les vois quand même aller s'imposer à Nancy. Benoît? Oui, t'as pas dit quand même que c'était un match particulier aussi parce que ça va être ton premier match officiel avec Chartres. Exactement. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ben, en fait, j'en discutais avec l'entraîneur aujourd'hui, effectivement, j'ai le feu vert des médecins. Je suis à disposition de l'équipe pour le match de ce week-end. Ceci dit, c'est quand même particulier puisque sans rentrer vraiment dans le secret de l'équipe, à l'heure actuelle, on ne compte pas forcément de blessés. Donc, mon retour induirait de sortir un joueur valide.
Donc de toute façon, je suis à la disposition de l'équipe, mais charge à l'entraîneur de faire sa composition d'équipe pour ce week-end. Effectivement, c'est vrai que c'est le hasard du calendrier fait que ton premier match c'est face à Istres, comme quoi Ouais, il y a un petit signe du destin. ouais. Le champion non pas du tout, hein, l'équipe un peu surprise, l'équipe en tête c'est Massy et qui s'impose face à Valence et qui continue son invincibilité 25-28. Belle perf encore de Massy. Bah oui, bonne perf à l'extérieur. Leur précédente perf à l'extérieur, c'était contre Semur. Ils avaient fait un plus gros écart. Et sur ce plus gros écart, je pense que Mathieu Kreis était un petit peu, entre guillemets, responsable. Là, on a souligné ses bonnes performances depuis le début du championnat, qui pouvaient justifier, entre autres, la première place de Massy. Bah, ce week-end, ils ont réussi à gagner avec un Mathieu Kreis qui a fait que 4 arrêts. Mais bon, ça dénote quand même du côté de Massy une grosse défense, ce qui permet d'aller gagner des matchs à l'extérieur. Souvent, c'est une grosse défense et une montée de balle, et c'est quand même ce qui les caractérise à l'heure actuelle. En plus, ils sont toujours privés d'une grosse force de frappe, un des deux frères Lamy sur la base arrière. Donc, encore une fois, ils nous étonnent, mais finalement, leurs performances correspondent au niveau de l'équipe à l'heure actuelle. Bon, par contre, Valence qui affiche toujours une victoire contre le deuxième promu Gonfreville. Ouais. Bon, pour l'instant, c'est rien d'inquiétant, parce que finalement, ils reçoivent un des co-leaders chez eux et ils perdent. C'est pas forcément grave. Mais bon, il va falloir quand même qu'ils soient un petit peu plus performants à domicile. Ouais, ça va être compliqué hein, quand même pour Valence. Euh, Disons que je suis plus inquiet pour d'autres équipes à l'heure actuelle que pour Valence. Mais bon, c'est sûr que de toute façon, ça sera quand même compliqué pour eux. et pour Massy, le prochain match, ça sera contre Nîmes. Oui. Gros match aussi. Bah, effectivement, là, je pense que c'est l'affiche de la 5e journée. Le vainqueur pourra éventuellement se retrouver seul en tête en fonction du résultat de Mulhouse. Mais bon, il faut pas trop. Enfin, je trouve que si Massy gagne, il frapperait vraiment un gros coup parce que je les vois pas forcément s'imposer contre Nîmes. Ceci dit, ils reçoivent. Donc, effectivement, c'est un match à suivre. Alors, un chatter nous dit que Massy, c'est le Billard de l'année dernière. C'est vrai qu'on en avait parlé et on verra prochain match. Quant à Valence se déplace à Saumur, ça va être aussi un match assez compliqué. On- Bah, ça commence, même si on n'est qu'à la 5e journée, ça commence à être un match charnière, disons, notamment pour Semur qui rencontre un promu à domicile. En cas de victoire, ils peuvent se réorienter effectivement vers le milieu de tableau, pourquoi pas accrocher les playoffs, même si ça me semble compliqué. Par contre, s'ils perdent, ils seront ils resteront dans le bas du classement et lutteront pour le maintien. Mais quoi qu'il en soit, vu les deux dernières performances de ce mur, je pense qu'il faudra quand même une performance de Valence pour aller s'imposer là-bas. Et l'autre équipe qui est co-leader avec Massy et Mulhouse, bah, c'est justement Nîmes, on l'a dit tout à l'heure, qui s'impose face à Angers assez facilement, 32 à 23. Bah oui, justement, la semaine dernière, on avait parlé un petit peu de match test, autant pour Nîmes que pour Angers, puisqu'ils étaient tous co-leaders. D'ailleurs, j'ai une petite question pour vous. Le meilleur buteur de l'équipe, est-ce que vous avez une idée sur ce match? Bah, c'est Guillaume Sorina? Non, justement, Merde. ça change pour une fois. On a Damien Skasianoc qui a fait Ah, un fallait le triple laisser, sur fallait le 10. laisser dire Allez. fallait le laisser trouver à Ludo. Il a du mal avec ce prénom, avec ce nom de famille, Ah, pardon. d'accord. Ouais. Donc c'est l'ailier droit de Nîmes qui a fait un joli 10 sur 10. Ah, bravo. Donc sur ce match, bon, Nîmes continue sa marche en avant. On pouvait avoir quelques interrogations, mais je les voyais quand même pas perdre contre Angers. Angers montrait de bonnes aptitudes depuis le début de la saison, mais bon là ils sont tombés sur un os quand même. Nîmes, je voulais juste souligner quelque chose. À Nîmes, on a toujours tendance à dire que c'est un petit peu chaud. Sur ce match-là, Nîmes a compté uniquement 2 exclusions chez eux à domicile, ce qui me paraît pas énorme. Donc je suis pas sûr que Angers ait livré le combat qu'on attendait pour pouvoir aller s'imposer là-bas. Et Nîmes n'a pas eu à forcer son talent sur ce match-là. Ouais, On c'est vrai. peut souligner la performance de Idrissi, 12 arrêts, et de Komnenovic qui a fait 11 arrêts en face. Et du côté d'Angers, on a eu du mal à retirer un meilleur marqueur puisqu'ils étaient plusieurs à 4 buts, mais Baran, l'ancien demi-centre de Saint-Cyr-sur-Loire, a fait un joli 4 sur 5.
On l'a dit, Nîmes-Massy, ça va être vraiment le choc de cette Ouais. 5e journée. Et puis Massy-Nîmes, c'est Massy qui reçoit. Ouais, Massy-Nîmes, exactement. Ouais. Hmm. Et puis Angers, quant à eux, reçoivent Vernon, et justement Vernon qui sort un peu la tête de l'eau, qui a battu le promu Gonfreville 35 à 24, une victoire qui fait du bien pour Vernon. Ouais, bah, comme on l'avait souligné la semaine dernière, match de la peur avec deux mal classés. Donc, comme tu l'as souligné, Vernon sort la tête de l'eau. Une grosse performance de son gardien Nkwigwa, qui a fait 20 arrêts sur ce match-là. Donc, effectivement, avec 20 arrêts de leur gardien, ça aide pas mal. Yvain Gérard, le petit frère du portier dunkerquois, a fait un joli 8 sur 10. Du côté de Gonfreville, Soltan a mis 8 buts sur 14 tentatives et Perisic 9 arrêts. Vernon a mieux géré en fait le choc au final. Il n'y a pas forcément eu de match, une attaque prolifique, un bon gardien, et Gonfreville est passé à côté de son match avec 23 pertes de balles. Compliqué de gagner, ils ont dû être sanctionnés en montée de balle avec autant de pertes de balles. Pour moi, Gonfreville fait partie vraiment des équipes en danger. Et il faut qu'ils réagissent rapidement parce que là, ils se retrouvent déjà lanterne rouge. Et ça semble compliqué pour eux s'ils ne réagissent pas tout de suite. Surtout compliqué pour eux, la semaine prochaine, ils reçoivent Dijon. Dijon qui s'est imposé face à Nancy 31-21. Gonfreville, ils reçoivent Besançon la semaine prochaine. Ah oui, c'est Ponto Ouais. Combo, Dijon, ouais, autant pour moi. Ils reçoivent Besançon la semaine prochaine. Besançon qui a perdu à domicile contre Ponto, Exactement. effectivement. Et donc toujours ex aequo, bon dernier avec 4 matchs, 4 défaites. Ça commence à être compliqué quand même pour Besançon. Pour parler vraiment statistiques sur ce match-là, j'ai regardé un petit peu les réussites des gardiens et de l'attaque. On a une réussite au tir collective autour de 40% pour Besançon et avec 6 arrêts de gardien. Donc, et malgré ça, ils finissent qu'à 2 buts de Ponto. Et Ponto, par contre, de leur côté, ils ont 12 arrêts de gardien, ce qui n'est pas énorme, ce qui est correct pour un gardien, mais ils sont à plus de 70% de réussite au tir. Donc, rien qu'au niveau statistique, déjà, on peut voir que Ponto était mieux armé pour gagner ce match. Effectivement, hein, donc on l'a dit, Ponton-Combo, Dijon et Besançon se déplacent à Gonfreville. Il nous reste 2 matchs, notamment Dijon-Nancy, hein, l'équipe de Benoît-Perrabou, Dijon, qui s'impose 31-21. Ouais, Dijon qui enregistre sa 2e victoire et une 2e de 10 buts, ce qui confirme leur bonne forme à domicile. Ce qui est un petit peu le lot de la Pro D2 avec des équipes qui sont très fortes à domicile et qui ont un petit peu de mal à voyager. Et une grosse partie du gardien bourguignon, une attaque en verve. Et pour ce match-là, le tour est joué. On peut dire que pour Dijon, la mayonnaise prend bien à domicile. Reste à trouver la recette à l'extérieur maintenant. Magnifique jeu de mots. Et la moutarde, les montonnais aussi, non? Justement, pour l'instant, pas trop. Et ce serait peut-être sa saison hein, au gardien de Dijon. Là. Parce que depuis le temps qu'il se cherche un petit peu dans cette division, là, ça fait quelques matchs où il enchaîne. Peut-être enfin, il va respecter le statut qu'il avait. Effectivement, s'il n'avait pas fait quelques années à Chambéry, Istres et Montpellier, tu aurais pu dire qu'il avait trouvé son niveau en D2. Mais bon, non, on sait que c'est un bon gardien. Il a effectivement eu du mal sur les 2 premières saisons. Là, il a re-signé, il a été prolongé alors qu'il lui restait 1 an de contrat, donc il a dû avoir les assurances qu'il attendait et donc il peut s'exprimer sereinement. Et puis petit souci de micro peut-être. Non, c'est bon. Et puis le dernier match, c'est Istres-Semur, victoire de Istres 32-31. Un petit but d'écart, ça s'est joué de peu de choses, mais Istres s'en sort quand même. Ouais, surtout qu'à 1 minute 30 de la fin, ils étaient menés d'un but, donc 30-31. Florival signe son retour avec le but victorieux dans les 20 dernières secondes, ce qui leur permet de s'imposer 32-31. Et donc Semur toujours en position de relégable. Petite inquiétude aussi pour Semur parce que ils enchaînent quand même quelques défaites d'un but sur le fil alors qu'ils devraient l'emporter puisque moi j'ai le souvenir du match contre nous la semaine précédente où très honnêtement sans 3 arrêts miraculeux de Sylvain Astruc sur la dernière action ils devaient s'imposer
Et souvent c'est des signes qui ne trompent pas sur une équipe qui est en perte de confiance et qui peut se retrouver dans la zone rouge pour une bonne partie de la saison. Bon, ceci dit, ils ont quand même une combativité, un état d'esprit irréprochable et s'ils continuent sur cette voie-là, peut-être qu'ils pourraient accrocher une victoire qui pourrait leur permettre de retrouver la confiance. Alors, Je voulais juste un tout petit mot, c'est pas encore confirmé. J'ai mon ami Bastien Sismondo qui s'est fait mal au genou qui était déjà opéré au mois de février dernier et qui passe un IRM demain midi. Et bon, ben, pour l'instant, rien n'est dit, mais on croise les doigts très fort pour lui et on pense à lui. Voilà. grosse pensée hein, pour Bastien qu'on avait reçu l'année dernière. Donc, ouais, effectivement, on espère que ça soit pas trop grave pour lui. Donc au classement, 3 équipes hein, sont toujours invaincues, Massy, Nîmes, Mulhouse. Donc il va en avoir une qui va sûrement s'incliner entre Massy et Nîmes, ou peut-être qu'il y aura match nul. Donc là, ça va un peu bousculer le classement. Derrière suivent Angers, Ponton-Combo, Chartres et 8e. Hein. C'est quand même assez serré, on est au début de championnat. Donc gros match quand même. La semaine prochaine, Seb avec l'affiche Massy-Nîmes. Et puis quant à vous, Chartres-Resto à Istres, on l'a dit tout à l'heure. Premier match, j'espère qu'on pourra te voir évoluer sur les parquets, ne serait-ce que quelques minutes. Ouais, c'est un petit peu le deal. Si jamais effectivement je peux participer à ce match-là, c'est pas forcément pour effectivement jouer une heure tout de suite, mais de filer un petit coup de main à l'équipe sur les demi-temps et d'essayer d'apporter quelque chose. Pour qu'on essaye de s'imposer à domicile contre Istres. Alors, juste souligner aussi le bon début de saison de Ponton-Combo, qui se retrouve à l'heure actuelle ex aequo avec Angers finalement. Angers qu'on annonçait comme une équipe qui réussissait bien son début de saison, mais Ponto un petit peu caché dans le milieu de tableau, qui finalement à l'heure actuelle se retrouve au même niveau qu'Angers, et qui la semaine prochaine reçoit Dijon. On sait que Dijon voyage mal. Donc ils peuvent encore gagner une place au classement, les Pontellois, s'ils s'imposent contre Dijon la semaine prochaine. C'est vrai qu'ils avaient passé une saison un peu difficile l'année dernière. Ouais. Sur le chat, Sébastien, pas mal de pensées hein, pour Bastien Sismondo, donc tu pourras lui retransmettre que beaucoup pensent gentil. à son bon rétablissement. Donc écoutez, on va clore cette émission. Merci Seb d'avoir été avec nous, c'était toujours aussi complet. Et puis la semaine prochaine, à lundi, pour la 5e journée qui nous annonce encore des belles affiches. Pas de problème. Bonne soirée à tous. Merci Sébastien. Et puis Merci, ciao. je pense Ciao. qu'on a fait le tour également. Donc le temps pour moi de remercier également Benoît qui avec ton équipe tu vas rencontrer à Nantes. On en a pas mal parlé. Je te souhaite séquence. C'est mercredi déjà hein, le match. Hein. Exactement, mercredi. Donc bonne chance également. Je vais pas dire allez trembler parce que je vais me faire tuer sur le chat, c'est bourré de Nantais. Mais bonne chance Benoît pour ce match-là. Et puis Mika, pareil, bonne chance. Ça va être un match encore difficile, mais voilà, c'est peut-être la moins forte équipe que vous rencontrez depuis le début de saison, entre guillemets. Pour ma part, je les mettrais peut-être au-dessus de Toulouse, donc on verra. Allez, on verra donc notre affiche, forcément, vous l'avez compris, ça sera également Saint-Raphaël PSG, mais on essaiera de trouver quelques joueurs, hein, notamment, comme tu l'as dit, hein, Cesson-Dunkerque pour être assez intéressant, et Toulouse-Montpellier, forcément. Et puis on vous tiendra au courant lundi prochain, hein, pas sur nos réseaux sociaux, s'il y a de l'avancée dans l'enquête de l'affaire des paris truqués. Merci, Ben, merci. Et paris illégaux. Allez, paris illégaux, effectivement. On ne sait pas s'il y a eu trucage ou pas. Pour l'instant, il y a eu des paris, les témoignages sont avérés. Il y en a qui ont parié, ils n'avaient pas le droit. Mais est-ce qu'ils ont truqué le match? Ça, rien n'est encore prouvé. Donc, paris illégaux, on va s'en tenir. Voilà, effectivement, il faut être assez clair dans nos propos. Tu as bien fait de me reprendre, Benoît. Donc, on vous tiendra informé de toute cette histoire qui pollue un peu le hand en ce moment. Et nous, on se contentera de parler du terrain pour la semaine prochaine. Merci Benoît, merci Mika. Bonne semaine à tous et vive le hand, hein, tout simplement. Allez, ciao, ciao. Vive le hand sur Antenne 2, c'est Gérard Rolls. Non, Allez, bonsoir à tous et merci encore. Allez, ciao, ciao. 3, 2,